vous écoutez RTL. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde, Bernard Poiret. Voici les trois polémistes d'On refait le monde ce soir autour des micros. Il y a l'écrivain Philippe Besson, bonsoir. Bonsoir Bernard. Il y a le président du think tank Sinopia, Alexandre Malafaille. Bonsoir Alexandre. Et le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquette. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Bernard. Plus Romain Renner, bonsoir, de RTL.fr Bonsoir. pour les réseaux sociaux et ce qu'ils disent de l'actualité. L'actualité, c'est notamment à 20h, en Haute-Vienne, la rencontre entre le président Macron et les ouvriers de GMS, qui est une boîte qui fabrique des équipements automobiles, qui est à la souterraine dans la Creuse, dont on disait qu'il y avait 3 repreneurs, dont un extrêmement sérieux. Finalement, le tribunal de commerce de Poitiers hier n'a rien vu venir. Il n'y a toujours pas de repreneurs, donc du coup, ils ont repoussé au 20 juin la date limite pour qu'il y ait des repreneurs, pour que la boîte puisse être éventuellement vendue. La question qui se pose maintenant, est-ce que c'est un dossier très empoisonné dans lequel le gouvernement n'aurait pas dû mettre la main, parce que c'est une boîte privée finalement, et puis c'est comme ça, c'est la loi du marché. Qu'en pensent les internautes ? Eh bien, pour beaucoup d'entre eux, effectivement, le gouvernement a eu tort de mettre son nez là-dedans. D'abord parce que le profil de l'entreprise ne leur paraît pas fiable. Holman se demande pourquoi un investisseur avancerait des fonds alors que les salariés ont menacé de faire sauter l'usine. Pivot exprime quasiment mot pour mot la même opinion. Qui voudrait reprendre une entreprise que les salariés menacent de faire sauter ? Un internaute qui se fait appeler Cohérence reproche son attitude au gouvernement. Selon lui, l'entreprise a besoin d'un repreneur, pas d'une opération de communication. Pour Jean-Marc, Macron fait comme Chirac, Sarkozy et Hollande. Il veut faire croire qu'il est près de la population, mais ce n'est pas au président de mettre les mains dans le cambouis pour régler un problème socio-économique. Et une dernière personne se souvient de Bruno Le Maire, tout sourire il y a quelques semaines pour annoncer que l'entreprise était sauvée. Les employés, dit-il, ont été bernés par les annonces et au final, à quoi sert ce gouvernement ? Le fait est que moi je me souviens de Le Maire, c'était un dimanche soir disant Renault et PSA vont augmenter massivement leurs commandes à GSM et donc la mariée redevient belle pour un éventuel repreneur. Guillaume Roquette, c'est une vue de l'esprit cette histoire-là ? Le simple fait tel que vous venez de le décrire montre que ça peut pas marcher. Quand c'est le ministre de l'économie et des finances qui prend son téléphone pour dire au patron de Renault et au patron de PSA achetez chez vos GSM. carters d'huile et vos colonnes de direction, vous devez les acheter chez machin, on marche sur la tête. La vérité, c'est que cette histoire est devenue médiatique à cause des manifestations désespérées des salariés et que du coup, le gouvernement s'est précipité dessus. Mais à chaque fois que l'État se mêle d'une entreprise privée, ça marche mal. Pour une raison très simple, c'est que globalement, de l'argent, il y en a dans notre pays. Des fonds à investir, il y en a si les entreprises sont rentables. Pourquoi cette entreprise est dans de telles difficultés ? C'est sans doute parce qu'elle a un problème de productivité, que donc les investisseurs privés ne veulent pas y aller et l'État n'a pas vocation à se substituer à ces investisseurs parce que malheureusement, en général, à la fin, c'est le contribuable qui paye. Philippe Besson. Oui, je suis assez d'accord avec l'analyse que vient de faire Guillaume. C'est-à-dire, je pense que l'État n'a pas à se mêler d'un dossier privé. Voilà, c'est idiot. Et en plus, Macron a tort d'y aller parce qu'il a théorisé le contraire pendant la campagne présidentielle. Oui, il a expliqué qu'il n'avait pas à monter. On ne sait pas ce qu'il va leur dire tout à l'heure. Oui, je sais pas, on va voir. Mais il n'avait pas à monter sur des trucs là pour surplomber, dire aux gens je vais vous sauver, tout va aller bien, etc. Il s'est en plus plutôt pendant la campagne électorale épargné les promesses non tenables, etc. Donc je vois pas très bien ce qu'il va faire dans ce bourbier, sauf à leur dire je peux pas grand-chose. Et ce qui est bizarre, bon, ce serait un discours de vérité, tant mieux, mais tenir un discours de vérité à des gens qui sont désespérés, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'il a, la veille du premier tour. oui, il a tort d'aller se mettre dans ce bourbier. Alors après, il faut là où je nuance un peu le propos de Guillaume, c'est sur deux points. Le premier, c'est que c'est néanmoins pas totalement absurde à partir du moment où l'État est quand même un peu actionnaire de PSA et de Renault, oui, qu'il donne des directives ou qu'il donne des conseils ou qu'il fasse des suggestions à des entreprises sur lesquelles il a tout petit peu la main. Elles ont un service des achats, ces entreprises-là. Elles oui, achètent le mieux disant pour faire les meilleurs produits au meilleur prix. En plus, que l'État qui n'est même pas capable de gérer ses fins de mois, qui est dans un état de quasi-faillite, donne des leçons de gestion, rien que ça, on voit bien que ça marche pas. Il faut pas, d'une manière générale, faire que l'État se désengage de tous les dossiers industriels, surtout quand il a... Non, mais quand il a une part d'actionnariat, c'est ça que je veux dire. Dans ce cas-là, je pense que c'est une erreur, mais d'une manière générale, il reste un État stratège qui est actionnaire ici ou là et qui a le droit d'intervenir quand des choses importantes sont en jeu. Là, en l'occurrence, dans le cas précis de la Creuse, la seule chose qu'on pourrait dire qui est en jeu, c'est la destruction d'un tissu social, parce qu'effectivement, c'est le deuxième employeur, de ce département, et qu'effectivement, ce département qui va pas bien va aller encore plus mal. Donc évidemment, on ferme la Creuse. L'État pourrait se poser la question. La deuxième chose, c'est que il faut aussi dire que pourquoi il n'y a pas d'offre ?
qui s'est présenté. La première raison, c'est que cette entreprise a été gérée en dépit du bon sens depuis des années, puisque c'est une entreprise qui n'a pas investi, c'est une entreprise qui ne s'est pas diversifiée, c'est une entreprise qui a connu des échecs commerciaux, et c'est surtout une entreprise qui a connu des patrons voyous qui ont fait tout et n'importe quoi, de sorte que le chiffre d'affaires est quand même passé de 40 à 26 millions entre 2009 et 2015. Donc c'est aussi la démonstration que quand les patrons se comportent mal, voilà ce que ça donne. Donc ceux vers qui il faudrait se tourner, c'est ceux qui ont très mal géré les choses. Donc il faut intégrer cette dimension-là aussi. Oui, mais il y a aussi un autre acteur qui est éminemment coupable et qu'il faut parfaitement avoir dans son collimateur. Et je comprends que moi aujourd'hui, alors je comprends pas que le politique se mêle de tout, ça c'est sûr, et c'est pas tenable et c'est pas gérable. Mais en même temps, les salariés, les ouvriers dans des entreprises comme celle-là, ils sont la victime de discours politiques, de promesses qui n'ont jamais été tenues, jamais été respectées. On a quand même réussi à nous inventer un truc qui s'appelle la flexi-sécurité. Oui. Alors c'est comme si on voulait qu'il fasse soleil la nuit. Ces deux mots qui ne veulent absolument pas dire la même chose, qui s'opposent carrément. Et ça fait 30 ans qu'on invente des formules comme ça et en attendant, le monde tourne. Alors il y a deux logiques. Soit on dit ok, finalement on nationalise, ou on a des politiques d'achat, politiques publiques qui sont très en sponsoring de l'économie privée, et ça tient ce que ça tient. On l'a vu pour l'acier, on l'a vu pour le charbon, on l'a vu pour plein d'autres secteurs de l'économie, y compris maintenant le numérique, qui ravage aussi. On a Tati qui ferme, etc. Enfin bon, on a quand même une réalité qui est là. Et donc on dit l'État nationalise tout, soit on laisse faire le marché. Et en fait, on a laissé faire le marché. C'est le marché qui domine. Or, il y a d'autres solutions que celle-là. Et ça fait 30 ans qu'on aurait dû amener le système et les entreprises à s'adapter, à donner des moyens. C'est pas flexi-sécurité, c'est flexi-compétence. C'est comment on donne aux gens les moyens de vivre dans un monde qui devient de plus en plus aléatoire. Et voilà, donc il faut les former, il faut les préparer. C'est une autre manière de gouverner les entreprises, c'est une autre manière de faire de l'économie. On n'a rien fait. Donc, effectivement, dans la Creuse, je disais tout à l'heure, on fait quoi après la souterraine? On ferme la souterraine, on ferme la Creuse? On est sur des problèmes de fond. Et ces pauvres gens là-bas, par contre, eux, ils sont démunis. Alors évidemment, ils sont un peu dans l'excès. C'est sûr, ça rend pas l'entreprise très séduisante, mais on laisse faire jusqu'à ce que ça clash. Et tous ceux qui sont responsables de ça ont toujours un job à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Europe, dans les ministères. Voilà, les coupables ne sont jamais sanctionnés. Ce qui est en train de se passer, les coupables du cas précis, c'est pas l'État, c'est pas les pouvoirs publics. Là, c'est les pouvoirs publics. Oui, mais ce qui est en train de se passer, victimes du dysfonctionnement de l'État et des politiques publiques depuis 30 ans. Pourquoi c'est symboliquement vraiment grave cette affaire? Parce que on donne le sentiment que l'État peut sauver les entreprises en difficulté, parce qu'on est dans le pays, de Colbert. Mais ça fait bien plus que ça. C'est depuis Louis XIV et Colbert où l'État est le mieux placé pour faire ça. Non mais il y a un économiste qui s'appelle Schumpeter et qui dit le capitalisme c'est la destruction créatrice permanente. Vous avez des entreprises qui meurent, d'autres qui naissent, et ce processus-là, l'État doit l'accompagner, il doit le rendre le plus fluide possible. Et c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on réforme le code du travail, pour le rendre un peu plus flexible. Et donc quand d'un autre côté on dit il faut sauver à tout prix une entreprise, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Oui, mais c'est en ça que le message est brouillé. Je comprends ce que vous dites. Il y a quand même un point particulier, c'est que là, le métier sur lequel ils sont, c'est-à-dire que d'être équipementier automobile n'est pas un métier voué à disparaître. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui doit continuer à exister. Mais vous avez Valeo, vous avez Plastic Omnium, vous avez plein d'équipementiers qui vont bien, donc c'est possible. 19h29, on s'arrête pour la pause si vous le voulez bien. On va cavaler après la pendule jusqu'à 20h comme ça, vous êtes prévenus. À tout de suite. La suite donc de On refait le monde, bien entendu. Qui sont les polémistes ce soir, je vous le rappelle? Philippe Besson, pardonnez-moi, on était en plein débat pendant bien évidemment la pause de publicité. Alors on va reprendre ce débat si vous le voulez bien, mais d'abord on va tout de suite à Roland-Garros. Isabelle Langer, pardonnez-moi, mais on était vraiment en pleine je voyais que vous étiez passionné. On en est où là avec Nadal et Thiem là? Nadal c'est sous contrôle. Après 1h26 de jeu, il mène 6-3, 4 jeux à 3. Le break dans la poche face à l'Autrichien Thiem qui doit forcer son talent face à cette légende de Roland-Garros qui vise la décima. On le rappelle, une 10e victoire porte d'Auteuil dimanche. Alors, en tout cas, lui, il y croit et vous aussi, semble-t-il, oui. Isabelle Langer. C'est bien parti. Bon, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve à 20h, sans faute. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde avec Bernard Poirette. Bon, allez, c'est reparti. Philippe Besson, Alexandre Malafaille, Guillaume Roquette et Romain Renner. Voilà, écoutez, en quelques minutes, là, dites-moi un peu quel est votre sentiment, ainsi que les internautes, bien entendu, sur le retour programmé dès ce soir en France du photoreporter Mathias Depardon. Donc, il était en prison en Turquie depuis le 8 mai. Il y a eu des interventions politiques et diplomatiques massives auprès du président Erdogan, notamment la dernière de la part du président Macron. Bon, alors, je l'ai formulé un peu de manière ironique. Merci qui de la libération de monsieur Depardon? Qu'en pensent les internautes? Qui a tiré la queue du Mickey là-dedans? Eh bien, vous avez deux types de réaction. Celle de cet internaute, par exemple, qui dit tout simplement « Bravo, monsieur le président ». Alors, dans ce cas, c'est pas compliqué. C'est Emmanuel Macron qui remercie. Mais vous avez surtout des internautes qui imaginent que certes, Emmanuel Macron est à la manœuvre, mais que quelque chose de louche se trame derrière tout ça.
Contre quelle promesse a-t-on obtenu son retour, se demande l'un. Si c'est pour faire entrer la Turquie dans l'UE, c'est non, lui répond un autre. Michel ajoute, personne ne pense qu'Erdogan a pu laisser sortir sans une contrepartie, c'est pas son genre. Une quatrième personne trouve que ça sent la manœuvre avant les élections législatives. Et en coup, le mot de la fin, Erdogan a eu peur que Jupiter lui serre la main. D'accord. Bon, qu'en pensez-vous, Alexandre Malafaye? Est-ce qu'il y a toutes ces arrière-pensées là derrière ça? C'est de la proximité de la législative, c'est Erdogan qui lâche rien. La géopolitique, encore plus que la cuisine politique, il y a vraiment une arrière-boutique et il se passe des choses auxquelles on n'a pas accès, ça c'est certain. Bon, il y a quand même un premier point, je pense que M. Erdogan ne pouvait pas rester dans cette situation très longtemps. Il fallait qu'il bouge. Il ne pouvait pas rester à garder ce journaliste, monsieur Depardon, comme ça. À un moment donné, ça devenait très inconfortable. Et là, il a une opportunité. L'opportunité, c'est l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il y a un nouvel entrant, il y a un nouvel acteur. Donc, c'est finalement une bonne manière de lâcher et de relâcher le journaliste. Mais bien sûr, il y a certainement une promesse de... Alors, ça, je ne pense pas d'ouvrir le dossier sur la Turquie. Ça, je ne crois pas qu'on en soit là. Non. Mais il y a suffisamment de dossiers sur la table entre les problématiques migratoires, sur la Syrie, pour que, évidemment, il y ait une discussion. Mais c'est une forme quand même de cadeau de bienvenue à Macron qui permet de rétablir un dialogue entre la France et la Turquie. Ceci étant, il ne l'a pas lâché tout de suite. On lui a demandé il y a 10 jours, il le lâche aujourd'hui. Donc il l'a laissé mariner. Parce qu'il a un peu tractationné quand même. Heureusement. Je pense qu'il a peut-être dit quelque chose, j'en sais rien, Guillaume Roquette. Comment voyez-vous la chose? Moi, je pense d'abord qu'il y a eu effectivement une mobilisation diplomatique, une mobilisation du chef de l'État. Il y a eu une mobilisation des médias aussi assez large. J'ai sous les yeux l'article qu'on a fait dans le Figaro Magazine sur Mathias Depardon la semaine dernière. On n'était pas les seuls, mais ça a joué parce que on rappelle aussi que en Turquie, il y a des centaines de journalistes qui ont été jetés en prison depuis l'état d'urgence l'année dernière, que c'est un pays qui est en train de devenir plus qu'un régime autoritaire, en particulier après la dernière réforme constitutionnelle, et que donc, en termes d'image, ça commence à poser un problème à Erdogan. À mon avis, regardez, vous avez des campagnes de presse en ce moment pour dire la Turquie doit être un pays attractif, notamment pour les investissements étrangers. Vous savez, dans un monde globalisé, l'image, il faut quand même s'en préoccuper. Et donc, je pense que cet enjeu-là, il a compté. Et vous aussi, vous êtes sur cette ligne-là, Philippe Besson, ou pas? Ben moi, bizarrement, j'y vois à la fois dans cette libération qui me réjouit, je pense qu'on est tous réjouis évidemment ici, j'y vois à la fois quelque chose de très pur, bizarrement, mais c'est ma naïveté qui parle, et en même temps de très prévisible. Je m'explique. Très pur, c'est-à-dire je pense qu'effectivement, la mobilisation qui a été faite par les journaux, par les réseaux sociaux, etc., je pense qu'elle porte ses fruits. On a toujours vu que dès que des personnes étaient retenues en détention arbitraire, s'il y avait une espèce de mobilisation qui se manifestait un peu partout, virale, ça pouvait faire bouger des lignes. Donc je crois à ça. La deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron est intervenu, et il est intervenu avec cette espèce de grâce que vous donnent les premiers jours, les commencements d'un mandat, c'est-à-dire qu'on vous accorde des choses et vous débloquez des situations au début qui seraient inextricables si vous étiez en fin de mandat. Ou ça. Bon. Donc je pense qu'il bénéficie de cette espèce d'état de nouveauté, d'état de grâce auprès d'un Erdogan qui se dit, de la même manière, encore une fois, que le même Macron s'est permis de mettre sur la table de Poutine des dossiers qu'il était impensable de mettre sur sa table. Je pense quand même qu'évoquer, par exemple, la Tchétchénie devant Poutine et les camps pour homosexuels, ou évoquer Russia Today et Sputnik, qui sont quand même des organes de propagande de Moscou devant Poutine, c'était quand même une forme de transgression incroyable. Donc je pense qu'il est allé jusqu'au bout de ce truc-là. Voilà. Et puis après, pourquoi très prévisible? Parce que, au fond, la Turquie est très coutumière de ce genre de fait. Parce que j'aurais juste rappelé qu'en 2016, Olivier Bertrand, qui est un journaliste français de Desjours.fr, a été arrêté, et puis ensuite il a été expulsé. Et qu'il y a 2 mois, Gabriele Del Grande, qui était un journaliste italien, il a été aussi arrêté, détenu 2 semaines et renvoyé. Donc je pense que c'est un mode de fonctionnement des Turcs qui, d'une certaine façon, sont en train de dire à l'Occident, aux journalistes, vous prenez vos risques quand vous venez, il y a quand même de grosses chances que vous vous fassiez arrêter si vous inquiétez sur des trucs qui nous énervent. Et si vous venez pas, ça nous arrange. Donc c'est un dialogue que la Turquie a avec les journalistes pour dire, voilà les risques que vous encourez. C'est d'ailleurs un mode de fonctionnement assez classique des régimes autoritaires. Absolument. Le principe même d'un régime non démocratique, c'est l'arbitraire. Et donc c'est de dire, tiens, celui-là, je le libère, pas celui-là, j'attends 15 jours. Je corrige ce que j'ai dit, c'est pas des centaines, c'est 100 de journalistes qui ont été jetés en prison, c'est déjà beaucoup trop. Mais c'est un mode de pression. Je pense que c'est voilà. Il n'a échappé à personne que la Turquie s'est totalement radicalisée au cours des dernières années. Bien sûr. La problématique
problématique, c'est nous, quel type de dialogue après, quel type de dialogue stratégique on engage avec la Turquie, parce que là, c'est vrai qu'on tractationne pour faire sortir un journaliste, et on a bien raison, et ça, il faut s'occuper de nos ressortissants. Mais derrière, comment on va établir un dialogue dans la durée avec un président qui fait... La Turquie fait aussi partie de l'OTAN, c'est quand même extrêmement intéressant. Tout ça pose quand même de vraies questions. Et officiellement, elle est toujours candidate à une entrée dans l'Union européenne. Il y a même et les négociations sont toujours en cours. C'est quand même ahurissant quand on pense à ce que devient ce pays. Et puis c'est la contrepartie pour l'amorce d'un plan sur le contrôle de l'immigration et le fait que les Turcs acceptent de reprendre chez eux un certain nombre de ressortissants syriens. Et à ne pas ouvrir leurs frontières pour laisser encore plus de migrants traverser on a réouvert la un mer. chapitre, absolument. En tout cas, Mathias Depardon, je le précise, n'a rien à voir avec Depardon, l'autre, bien entendu, le cinéaste et journaliste. Et par ailleurs, à propos de photojournalisme, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis aux auditeurs, il faut absolument lire Le Monde ce soir, page 14-15. Il y a une photo de Mossoul de Laurent van der Stock qui est un chef-d'œuvre absolu de photojournalisme. Donc, en sortant d'ici, allez voir la photo de van der Stock. C'est inimaginable. 19h40 sur RTL. Troisième thème dans un instant, juste après la pause. On refait le monde dans RTL Soir. Bernard Poirette. Philippe Besson, Alexandre Malafa et Guillaume Roquette sont les polémistes ce soir. Écoutez, on va essayer de faire rentrer deux thèmes avant la fin de l'heure, donc avant 20h. Peut-être sur les législatives, on n'est pas obligé de s'étendre immensément. Est-ce qu'il vous semble que dans l'enthousiasme national généralisé, la République En Marche se réjouit peut-être un peu vite d'une victoire peut-être trop annoncée et que finalement, même à l'issue du premier tour, il pourrait avoir des déconvenus? Qu'en pensent les internautes, Romain Reiner? Ils ne contestent pas la possibilité ou la probabilité, même diront certains, de voir la République En Marche l'emporter, mais beaucoup d'entre eux vivent très mal cette situation. En cause notamment la promesse des Républicains de se désister si les candidats de la majorité présidentielle sont en meilleure position que pour battre le FN. À quoi sert ce parti aujourd'hui, dit Max? Il est totalement Macron compatible. Deuxième sujet de plainte, la proportionnelle. Les Républicains et le PS se plaignent alors qu'ils sont opposés à la proportionnelle, même à une part infime, qui la boucle. Une deuxième personne qui ajoute, si 40% des électeurs représentés par le FN et la France Insoumise n'ont que 20 élus à l'Assemblée, il faudra arrêter de participer à la guignolade que sont devenues les élections en France. Et un internaute de s'en prendre à la future opposition. Pourquoi craignent-ils que la République En Marche ait la majorité absolue? Ce sont eux, socialistes et républicains, qui ont œuvré pour sa victoire à la présidentielle. Bon. Pour dire l'essentiel, mes amis, en 1:30 chacun, vous par exemple, Philippe Besson, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de se gratter le ventre en disant youp youp youp, on a déjà gagné? Alors d'abord, je suis pas sûr qu'ils se grattent le ventre en se disant ça, parce que à part ce qu'on a vu dans le Canard enchaîné où effectivement Macron semblait dire qu'il se dirigeait vers 400 députés, j'ai surtout vu les autres intégrer leur défaite, parce que j'ai quand même regardé les déclarations. J'ai Barouin qui dit on va se prendre une très grosse dérouillée, Le Gouen qui dit on va vivre l'implosion du système, Hamon dans le Parisien qui dit bon, je pense qu'on n'aura même pas un groupe. Alors un groupe, c'est 15 députés. C'est 15. Donc, parce qu'on l'interroge en disant ça va être tendu au sein du groupe, il répond quel groupe? Benoît Hamon, dans le Parisien aujourd'hui. Ils sont à 290, maintenant ils vont descendre en dessous de 15. Voilà, donc bon, c'est quand même... Et Marine Le Pen, hier en meeting à Calais, qui dit quand même que son parti peut-être sera sous le seuil, elle aussi, des 15 députés. Donc c'est surtout que les autres ont intégré leur défaite. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est... Voilà. Puis après, il y a un phénomène qui est classique, c'est qu'effectivement, en général, les législatives qui suivent une présidentielle amplifient le mouvement. Je rappelle que Chirac, en 2002, 19,9% au premier tour, 400 députés en juin. C'est vrai, donc voilà. Et puis par ailleurs, les sondages ne se sont pas trompés pour la présidentielle. Donc les Français se disent sans doute qu'ils ne se trompent pas non plus, et les sondages effectivement annoncent un raz-de-marée. Et puis par ailleurs, il y a un effet qui se coule, il y a un effet où on passe une deuxième couche, qui est qu'au deuxième tour, la victoire annoncée risque d'être amplifiée, parce que précisément, l'électeur de droite orphelin votera pour le République En Marche, l'électeur de gauche orphelin votera pour le République En Marche. C'est-à-dire que c'est un coup de ciseau. Donc, tout ça va très bien pour la République En Marche. Donc c'est vrai qu'on voit mal comment cette victoire échapperait au parti. Non, mais d'ailleurs, Nicolas B, qui était à votre place tout à l'heure, a dit bon, ben voilà, ils vont gagner. La République En Marche va gagner. Maintenant, on va essayer de limiter la casse. Alexandre Malafa. Ce qui est quand même très surprenant, c'est que rien pour l'instant n'affecte la trajectoire d'En Marche d'Emmanuel Macron. Il y a quand même quelques éléments qui peuvent un peu perturber, mais Ferrand n'a rien fait. Ferrand, les affaires, il y a quelques affaires, voilà. Mais c'est vrai qu'alors il y a quand même ce phénomène d'atrophie autour de Macron, et qui peut avoir en tout cas un effet. C'est comme il
ils vont gagner, c'est une mobilisation qui sera très relative dimanche. Et c'est sans doute la grande inconnue, c'est finalement quelle sera la participation. Et la question n'est pas neutre, parce que bien évidemment, elle n'empêchera pas la majorité vraisemblablement de se constituer et sans doute d'être plus large que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quand même quelques semaines. Mais elle posera quand même une question de fond, c'est finalement une question de légitimité. Elle n'empêchera pas de gouverner, mais malgré tout, si on a 55% des Français seulement qui se sont déplacés, derrière, ça fragilise quand même le pouvoir, ça lui donne pas une espèce d'autorité pour vraiment parler au nom de tous les Français et puis pour être sûr de ses fondations. Et le vrai problème quand même de la politique en France depuis toutes ces dernières années, c'est un problème fondamental de légitimité foncière, celle sur laquelle on peut reposer son autorité pour transformer. Si vous ne pouvez pas transformer le pays, si vous avez qu'un quart des Français qui sont vraiment d'accord avec vous. Donc tout ça pose quand même des questions qui sont sur cette capacité d'entraînement derrière. Alors, je suis d'accord avec vous, Alexandre, mais juste une chose, sans doute effectivement si l'abstention est très élevée, si on a une abstention de l'ordre de 40 ou 45%, cette question sera posée, mais en même temps la démobilisation, elle viendra sans doute essentiellement du camp de ceux qui vont perdre. C'est-à-dire qu'effectivement le problème c'est que ceux qui vont perdre se disent comme on a perdu, on va pas y aller. C'est ça. Et que le différentiel de participation explique la victoire. C'est qu'effectivement, les gens qui ont voté Macron au premier tour se disent là, on a la victoire à portée de main, donc on y va. Et les autres se disent on va se prendre une raclée, donc on n'y va pas. Ce haut niveau d'abstention attendu, et effectivement, le paradoxe, c'est que c'est à la fois un raz-de-marée annoncé et une forme de défiance générale, on va dire, avec un taux d'abstention qui, si on en croit les sondages, s'annonce plutôt extrêmement élevé. Et on voit là peut-être la fragilité intrinsèque du macronisme. C'est-à-dire que c'est un grand enthousiasme pour les gens qui y adhèrent, mais on ne voit plus du coup tous les gens qui eux n'adhèrent pas et on a beaucoup dit c'est la France qui va bien par rapport à la France qui regarde, qui est peut-être celle de la Creuse et des gens de l'entreprise en faillite, dont on parlait tout à l'heure, et on la voit bien là, la faiblesse. Maintenant, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Qui imaginait qu'il aurait comme ça la majorité absolue? On parle de la majorité absolue, elle est à 289, on parle de 350 députés, 400 ça me paraît beaucoup, mais c'est quand même gigantesque pour un parti qui n'existait pas il y a un an. C'est fou, et qui n'a aucun sortant. Non, il n'y a aucun sortant. Avec des candidats et avec des candidats qui sont totalement inconnus. Donc c'est assez étonnant. Maintenant, à mon avis, la droite n'était pas forcément pour autant obligée d'en rajouter dans une espèce de défaitisme ou de soumission en disant, comme le relevait notre internaute tout à l'heure, qu'il y avait déjà, avant même le premier tour, Baron a dit de toute façon on se désistera pour eux si on est mal placé. Mais partir au combat avec un état d'esprit comme celui-là, après ça, il ne faut pas s'étonner que les scores soient mauvais. Ils ont fait un peu tout ce qu'il fallait pour savonner la planche, y compris sur les bourgeois de Calais avec l'accord de coup, absolument. Comme ça, en plus Calais. Bon, 19h49. Suite et fin de On refait le monde. Dans un instant, je vous signale que Nadal a l'air d'être en train de taper l'Autrichien Thiem assez clairement. Il mène 2-7-0 dans la demi-finale de Roland-Garros. On va retrouver Isabelle Langer dès 20h. A tout de suite, il est 19h49. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde avec Bernard Poirette. Philippe Besson, Alexandre Malafa et Guillaume Roquette. La fin du 20h de France 2 hier était extraordinaire puisque, en gros, 12 bonnes minutes ont été consacrées à une ode généralisée de toute la rédaction de France 2 à David Pujadas, qui a été sorti, comme on sait, par Madame Ernotte et qui donc a arrêté là hier soir et il prend 3 mois de vacances et ensuite il part sur LCI. Donc la question est la suivante. Vu ce qui s'est passé à l'antenne, qui était quand même pas ordinaire, je me dis, est-ce que ce qui s'est passé, c'est la preuve de la faute de Madame Ernotte? Qu'en disent les internautes, Romain Renner? Bien, vous avez vu, dans la JT de David Pujadas a bénéficié d'une excellente audience, sa rédaction lui a rendu hommage, les internautes aussi donc. Catherine était très attristée. C'est toujours les meilleurs que l'on vire, dit-elle. Vous nous manquerez, ajoute Brigitte, et Jean-Claude salue le formidable hommage de l'équipe du JT à David Pujadas. Pour Xavier, France Télévisions et Delphine Ernotte n'ont pas été classe avec Pujadas. Pour Attila, l'hommage de la rédaction est un désaveu pour Ernotte. Et Bernard ne comprend pas que l'on vire ceux qui battent des records d'audience. Il s'interroge. Soit je suis idiot, soit il y a un truc qui cloche, non? Mais vous trouverez quand même quelques internautes. Ils sont assez peu nombreux, il faut l'avouer, pour approuver la décision de Delphine Ernotte. Il est à la botte du pouvoir, attaquer un internaute. Et Rose l'accuse, elle, de partialité. Bien, ceci étant dit, messieurs, vous avez chacun une grosse minute pour me dire votre sentiment. Je vous en prie. Guillaume Roquette. D'abord, moi, cet hommage d'hier, il m'a conforté dans l'idée que cette décision est incompréhensible. Parce que on aime ou on n'aime pas Pujadas, mais c'est un grand professionnel. Oui. On rappelle qu'il n'a jamais eu de meilleures audiences. Il a presque rattrapé TF1 alors qu'il partait de très loin. C'est quelqu'un, on l'a bien vu à travers toutes les séquences qu'on a remises, qui était un intervieweur pugnace. Et donc, on a un sentiment de mélange d'improvisation et de brutalité dans la gestion de Madame Ernotte qui est absolument incompréhensible. À moins que, elle poursuive toujours sa même idée. Vous vous souvenez, elle venait d'être nommée
parlé et elle avait dit on a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, il va falloir que ça change. Et ben c'est peut-être cette politique-là qui est en train d'être mise en place, mais ça veut dire quoi? Moi j'ai envie de rappeler à Madame Ernotte que France Télévisions, c'est pas son argent, c'est celui des contribuables, des gens qui payent la redevance, et que Monsieur Pujadas c'est un homme apprécié, connu. Elle le vire, apparemment ça se passe pas bien. Le directeur de l'information, Michel Field, démissionne dans la foulée. Je ne comprends pas cette façon de gérer une entreprise publique. Alexandre Malafaille. Sur le fond, j'ai un peu de mal à me prononcer parce qu'il y a forcément là encore une partie des informations qu'on n'a pas. Sur la forme, je trouve ça. Mais c'est pas un poste éternel, un présentateur. Non, alors c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on pourrait aussi penser qu'elle s'est mise en marche. Finalement, parce que l'idée du renouvellement, elle l'applique aussi à ses présentateurs. Finalement, 16 ans, c'est 3 mandats. Si on ramène ça à ce que propose Monsieur Macron sur le nombre de renouvellement des mandats dans la durée, voilà, ça fait 15 ans. Bon, il a depuis 16 ans. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi passer la main. C'est difficile. C'était très douloureux, souvenez-vous également avec PPDA, qui était parti après, je crois, 20 ans. Enfin, et ça s'était mal passé. En tout cas, c'était mis. C'est vrai qu'il y a un affect très fort avec ces présentateurs parce que comme tous les soirs, ils rentrent dans des millions de foyers. Bon, ils font plutôt bien leur boulot. Donc, quand tout d'un coup, on prend une décision qui a peut-être un sens, en tout cas, du point de vue de Madame Ernotte. Et là, sur ce sens-là, j'ai vraiment du mal à me prononcer. Mais en tout cas, sur la forme, moi, pardon, c'est nul. Et je comprends très bien qu'à un moment donné, la rédaction ait envie de se mobiliser pour manifester un attachement fort, un hommage à un grand professionnel. Enfin, en tout cas, hier soir, elle n'a pas dû vivre un bon moment, Madame Ernotte, sachant ce qui allait se passer. Ça n'a pas pu lui échapper, donc, sur le plateau du 20h. Comment percevez-vous les choses? Elle a dû le regarder, oui. Non, je pense que ça ne lui a pas échappé, effectivement. Elle devait être devant son écran. Je pense qu'effectivement, c'est évidemment un signe de défiance à son endroit, ça ne fait pas de doute. Je pense que la direction de l'information, c'est un État dans l'État à France Télévisions. Quand elle arrive, elle essaie de casser ça. C'est pour ça qu'elle nomme Michel Field, qui est vraiment pas quelqu'un du sérail, qui est pas un homme qui est forcément formaté pour cette fonction-là. Et puis, on voit bien que 2 ans plus tard, elle est obligée de tirer les conséquences. Ça ne marche pas, et elle se fait finalement imposer un nouveau directeur de l'information. Donc, c'est au fond, bien sûr, c'est la démonstration que la direction de l'information a repris le pouvoir au sein. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, c'est plus elle qui l'a. Ça, c'est sûr. Après, la deuxième chose, c'est que je suis d'accord avec ce que disait notamment Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre la stratégie exacte de Delphine Ernotte. C'est-à-dire que elle a tendance quand même à virer des gens, alors personne n'est éternel, on est d'accord, mais à virer des gens qui font des bons scores d'audience. C'est-à-dire qu'on se dit, le journal télévisé de France 2, ça va bien, donc pourquoi on vient le présentateur? Télématin, ça marchait bien avec William Lémergie, pourquoi Et par ailleurs, elle a une tendance à mettre à l'antenne des émissions qui ne marchent pas. Oui, puisqu'elle a refait la totalité des D'un point de vue business, c'est incompréhensible, voilà, parce que la télévision, c'est un média d'habitude. Voilà. Le week-end, et comme la radio d'ailleurs, le week-end, les gens, ils ont poirette. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent qu'il n'a pas une belle voix, mais ceux qui aiment, ils reviennent. Et donc, si on change les gens comme ça, on espère avoir de nouveau, mais on sait bien que les habitudes changent et que donc c'est pas des jeunes qu'on va avoir parce que eux ils consomment leur tablette, leur smartphone, ils vont pas venir à la télévision. C'est incompréhensible. Et donc c'est effectivement quand on voit qu'elle met à l'antenne des émissions qui marchent pas du tout et qu'elle enlève de l'antenne des émissions qui marchent, on s'interroge sur cette stratégie-là. Et puis effectivement, je pense qu'elle tient ses engagements. Il y avait trop de mâles blancs de plus de 50 ans, donc elle met des femmes. Mais ça s'appelle du racisme, ça. Oui. Vous imaginez qu'on ait dit il y a trop de noirs ou il y a trop de. Enfin, c'est incompréhensible. Merci messieurs, en tout cas d'avoir refait le monde autant que faire se peut sur cette antenne ce soir. Et je voudrais dédier ce RTL Soir de ce vendredi 9 mai à Grégory Caranoni, qui normalement est le technicien réalisateur de cette émission, le vendredi aussi, mais qui n'était pas là ce soir, qui a été fort bien remplacé par Damien, parce qu'il s'est marié, imaginez-vous, à 15h. Une femme a bien voulu de lui, ce qui reste un mystère insondable. Et en tout cas, on leur souhaite beaucoup de bonheur à Grégory et elle, sans aucun doute. Le Club France, c'est juste après le flash de 20h présenté par Olivia Leray. Ce sera animé par Christophe Paco et Vicente Lizarazu, bien entendu. Suède-France pour les qualifications à l'Euro 2018. Il est 19h58. Le mondial, pas l'Euro.